son petit but d'avance qui pesait lourd dans la balance se sentait libéré. On voyait davantage les Marseillais. Quant au moral des Troyens, eh bien, disons-le, il allait en s'effritant. Les Blancs se montraient plus à leur avantage. Ici encore une balle d'aimant et la défense troyenne, en l'occurrence Mahut, sont obligés de dégager en corner. Nous jouions ici les toutes dernières secondes avec ce corner tiré par le numéro 2 marseillais Bollier et balle pour le gardien troyen Formici. 3 donc s'étaient cassé les dents pendant plus de 80 minutes. Les Troyens attaquaient encore, presque pour la dernière fois. Mais on peut le dire, malgré cette attaque jouée rapidement, l'enthousiasme n'y était plus. Le ballon pour Tota, on s'en débarrassait souvent en retrait. Zorzetto, le Lamer, l'arrière troyen, mais on gagnait très peu de terrain. Et cette toute dernière offensive troyenne n'allait rien changer. L'Olympique de Marseille l'emportait 1-0. C'est la 4e victoire à l'extérieur des hommes de Skoblar. À la mi-championnat, ils sont maintenant 2e du classement à 1 point de Nice, le leader. Dans les équipes de tête actuellement, Nice, Marseille, Monaco et Strasbourg qui sont 2 promus. Alors est-ce que ce n'est pas finalement un nivellement par le bas? Non, ce n'est pas un événement par le bas. Je pense que le football est constamment en progrès. C'est-à-dire, actuellement, on n'a pas une équipe favorite. On peut, même si on était pratiquement en tête, perdre contre une équipe de 3 qui, elle, se bat en bas de classement. Ça peut que le football actuel, toute l'équipe, ils sont bien préparés physiquement et tactiquement. Il y a des bons joueurs et ça donne un championnat beaucoup plus de plaisir. Dimanche, vous recevez Saint-Etienne, c'est une affiche qui va transcender vos joueurs, oui. C'est une affiche Saint-Etienne, d'ailleurs c'est une affiche depuis toujours. Pour nous c'est un match comme un autre, c'est-à-dire c'est un match où si c'est possible de ne pas perdre. Contre Saint-Etienne c'est toujours difficile, même si actuellement Saint-Etienne ne marche pas comme il faut, mais je pense que c'est un des meilleurs clubs français et puis des meilleures équipes aussi. Nous sommes, Josip, actuellement à mi-championnat. Sur ce que vous avez vu durant la première partie, quel serait votre tiercé pour le round final? Mais pour moi, le tiercé, c'est-à-dire c'est difficile à dire parce qu'il y a plusieurs équipes qui, pour moi, ils sont candidats pour la fin du championnat. Surtout, je pense sur Nantes, c'est une équipe qui l'année dernière il a remporté le championnat. Je pense que cette année aussi, ils ont leur mot à dire. Saint-Etienne, Nice, Monaco, Strasbourg. Lens aussi, Bastia qui marche bien. Et puis je pense aussi que nous on a notre chance. Je pense que pour avoir les chances, pour continuer à avoir une chance pour gagner, pour assurer une bonne place en championnat français, il faut qu'on continue sur le même rythme. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se relâcher parce que le championnat lui-même il est long. Et au moment quand on se relâche, les autres ils arrivent derrière. Il faut être prudent. Une tiercé qui est dur à trouver pour l'instant. Cette 19e journée du championnat était la dernière des matchs allés. Alors il était intéressant, à mi-championnat, de faire une sorte de revue d'effectifs, de voir à l'œuvre tous les clubs français à travers les buts qu'ils avaient réussi mercredi soir. Ah, mais que je vous dise, il manque une rencontre, en l'occurrence Laval-Reims. Il neigeait à Laval 1 heure avant le match et on n'a pas pu disputer la rencontre. Mais tous les autres buts, les voici, commentés par Georges Dominique, décidément infatigable. Mais honneur d'abord aux champions d'automne en titre, Nice, qui pour la 3e fois en 5 ans est champion d'automne. Pour boucler la première moitié du championnat, les Niçois, qui jouent en maillot rayé rouge et noir bien sûr, recevaient les Bleus de Lyon. Les Lyonnais allaient poser quelques problèmes aux leaders, mais dès la première mi-temps, les Niçois s'étaient mis à l'abri. Regardez bien, coup franc, but de la tête de Biekovic, c'est son 15e de la saison, 1-0 pour Nice. Nous jouons depuis 34 minutes et c'est en l'espace de 2 minutes que les Azuréens vont faire la différence. Ils vont se retrouver ici avec Katalinski, un relais avec Guillou pour le pied de Toko qui n'a qu'à pousser 2-0. À la mi-temps, l'avance des hommes de Léon Rossi était donc très substantielle. Mais les Lyonnais n'avaient pas abdiqué toute prétention. Les Lyonnais qui sont ici à l'attaque. Les Niçois, eux, ne paraissaient pas tellement souverains. Lacombe pour Chiesa, rapide, puissant et précis, Nice 2, Lyon 1. Un but bien sûr qui remettait en selle les troupes d'Aimé Jacquet. Les Niçois étaient en danger, ils flottaient dangereusement. Mais un but ici de Baraja les mettait hors d'atteinte. 3-1, 12 victoires sur 18. On peut dire que Nice est un leader sérieux. Et puis maintenant, Metz-Monaco, l'un des derniers contre l'un des premiers.
Les Messins sont en maillot grenat, autrement dit sombre, les Monégasques en blanc, surprenante équipe de Monaco que personne, bien sûr, en début de saison, n'aurait imaginé aux premières loges. Le capitaine Jean Petit avec son brassard montrait l'exemple et dès la 12e minute, c'est l'international Christian d'Alger qui obtenait ici en force le premier but des Monégasques. Monaco 1, Metz 0. Les affaires bien sûr des Lorrains ne s'arrangeaient pas. Les Monégasques possédaient un meilleur fond technique, mais les Messins méritaient mieux. Les Messins que l'on retrouve ici avec le blond luxembourgeois Brown, puis bientôt le tir victorieux de Sénéchal, 1-1 à la 27e minute. C'est sur cette égalité que les deux équipes rentreront au vestiaire. La deuxième mi-temps promettait d'être ouverte, on attaquait de part et d'autre, attaque Messine, Ettori à l'ouvrage, et puis tout de suite, offensive monégasque, mais la défense Messine et André Rey en dernier ressort ne sont pas surpris. Plus les minutes passaient et plus les hommes de Georges Huard se montraient obstinés et volontaires, ils allaient être récompensés ici grâce à la tête de Zégnier à 7 minutes de la fin. Avec Monaco, l'autre surprise de la première moitié du championnat, c'est bien sûr Strasbourg. Les Strasbourgeois qui sont ici en maillot plus sombre, jouaient à Sochaux. Strasbourg dominé en première mi-temps, mais 0-0. Coup franc pour les Sochaliens et le ballon finalement pour Pintna, 1-0 pour Sochaux. Nous allons revoir ce premier but socialien. Et en l'espace de 12 minutes, les hommes de Hauss et de Fauvergue allaient prendre le large et vont bientôt mener 3-0 devant une équipe alsacienne médusée. Ici, le 2-0 signé par le Yougoslave Ivesic. Et puis, 6 minutes plus tard, coup franc, Sochalien, et la balle du 3-0, signée par le jeune Genghini. On croyait Strasbourg effondré, et bien les Alsaciens de Gilbert Grèce possédaient encore quelques ressources. La preuve, Erlaché qui sauve l'honneur, 3-1 pour Sochaux. Les Alsaciens qui repartaient aussitôt, on va retrouver sur la gauche le même blond Erlaché. Une balle en retrait pour Gemrich, 3-2. Sochaux tremblait, mais conservait son succès. Corner maintenant au stade Marcel Sopin où les jaunes nantais recevaient les derniers Rouen. Baisse de régime des champions de France, sursaut des Normands, un peu les deux à la fois. En tout cas, l'homme le plus sollicité de la soirée aura été Gilly, le gardien rouennais. Il allait se sortir pourtant à son avantage de toutes les situations périlleuses, et elles furent nombreuses. Les Nantais se montraient pourtant volontaires, ils devaient se créer une bonne demi-douzaine d'occasions, mais Rouen se montrait vigilant, 0-0, Rouen qui reprend un peu espoir. Pour Nantes, rien n'est perdu, 5e à 4 points de Nice. Maintenant à Geoffroy Guichard, les Verts jouaient sur du blanc et précisément contre les Blancs de Nancy. Attaque de l'équipe chère à Michel Platini, Kurkovic stop, 0-0 à la mi-temps. Nancy va surprendre et Saint-Étienne est notre caméra en ouvrant la marque par Janol à la 47e minute. Mais nous sommes ici à la 65e, contre-attaque de Jean Vion, le ballon pour Rocheteau, la défense repousse, Rocheteau une nouvelle fois et c'est dans les filets. Égalisation par un défenseur lorrain. Nous revoyons cette action avec beaucoup plus de précision. Rocheteau, les Lorrains repoussent une première fois, mais c'est finalement Rachinski qui détourne dans ses propres filets. 1-1, réaction nancéienne, mais les principales attaques et occasions étaient à mettre au crédit des Verts. Le numéro 12 nancéen pour son maître à jouer, Michel Platini, toujours très observateur. Les Nancéiens au-dessus, et finalement les Stéphanois allaient arracher les 2 points de la victoire à 2 minutes de la fin. Un coup franc ici, repoussé, une deuxième tête qui est signée Rocheteau. Un but qui pour Nancy fut entaché d'une irrégularité. 2-1 pour Saint-Étienne, 5e du classement, en compagnie des Nantais, c'est-à-dire également à 4 points du leader niçois. Les jaunes lensois accueillaient au stade Bollaert les blancs bordelais. 8000 spectateurs, là aussi le froid a réuni la plus petite chambrée de la saison. Les lensois vont gagner ce match 2-0, 2 buts marqués en première mi-temps, mais c'est une victoire qui leur sera difficile à digérer car les nordistes ont perdu dans la bataille Flack et Leclerc. Les 2 défenseurs centraux sont forfaits pour jouer contre Magdebourg mercredi prochain, ce qui amenuise encore bien sûr les minces espoirs lensois. Attaque lensoise, ici d'abord Sab, un tir de Kravzik dévié qui est là, c'est Didier Zix, il ouvre le score 1-0 pour les lensois. Et puis tout de suite une offensive bordelaise
C'est sur cette action, regardez bien, que Flack se blesse, entorse du genou, alors que Leclerc souffre pour sa part d'une déchirure du ligament. 1-0 toujours pour Lens, attaque et tir de Bordeaux, contré par Tempé. Et puis bientôt le deuxième but avec au départ Joly. Une balle en retrait pour Kravzik, un maître-tir du capitaine lensois 2-0, mais tout de même une victoire à la Pyrrhus. Enfin, pour terminer ce bouquet des buts de la 19e journée du championnat, nous sommes à Nîmes, où Nîmes en sombre accueille Valenciennes. Coup franc au bénéfice des Nîmois, des locaux, et Domarski de près qui ouvre la marque. Nous sommes à la 41e minute, 1-0 à la mi-temps. Mais les Valenciennois ont des ressources, ils vont le prouver en cette deuxième mi-temps, et ils vont réussir à renverser la situation et à gagner, je vous le dis tout de suite, à l'extérieur. Corner pour Valenciennes dans un instant. Et puis une attaque valenciennoise, il y aura un centre. À la reprise, il y a Giachetti. L'ailier gauche nordiste, 1-1, c'est l'égalisation. On reprend espoir dans le camp valenciennois, on attaque une nouvelle fois. En tous les cas, les derniers du classement, comme Metz, Rouen et ici Valenciennes, se sont rebiffés en cette journée. Coup franc ici, qui est là encore, c'est Giachetti, 2-1 pour Valenciennes. Voilà, donc à la fin de ces matchs allés, Nice est ce qu'il est convenu d'appeler champion d'automne. Les Niçois ont 26 points et surtout ils ont la meilleure attaque du championnat, ils ont réalisé 42 buts en 19 rencontres. À la deuxième place, et à la troisième d'ailleurs, on trouve deux autres clubs méditerranéens. À croire que cette mer a quelques vertus pour les footballeurs. Marseille suit à 1 point et puis Monaco immédiatement derrière. Ensuite nous trouvons Strasbourg et il est à remarquer que Monaco et Strasbourg sont les promus de cette année, sont montés de deuxième division. Là aussi, il y a peut-être quelque chose à fouiller. Cela pourrait faire l'objet d'une petite enquête que nous ferons dans cette émission. À la 5e place, deux grands noms, Nantes et Saint-Étienne. Et à souligner que Nantes a la meilleure défense du championnat, une défense qui n'a concédé que 17 buts. Au classement des buteurs, le premier est Carlos Bianchi du Paris Saint-Germain. Il a d'ailleurs réalisé 2 buts contre Bastia que vous avez vu tout à l'heure. En deuxième position, ex aequo, avec 15 buts, d'abord Bernard Lacombe, le Lyonnais, qui n'a pas réussi à marquer contre Nice, et Nenad Bjekovic, l'auteur d'un but contre Lyon, et que l'on aurait aimé voir dans l'équipe nationale yougoslave contre l'Espagne. Voilà, la transition est faite, elle était facile, vous me la pardonnerez, parce que nous y venons à ce match qui a opposé la Yougoslavie et l'Espagne. Vous savez, rappelez-vous, dans le groupe 8, il y avait eu quelque chose d'assez étonnant. Les Roumains étaient pratiquement qualifiés. Et puis de d'un coup, que se passe-t-il? Les Yougoslaves se rendent en Roumanie et gagnent à l'extérieur. Et sur quel score? 6-4. Alors tout est remis en question. Les Yougoslaves ont à nouveau une chance. Et il faut pour cela qu'ils battent les Espagnols chez eux, à Belgrade, avec 2 buts d'écart. Ce n'était pas inconcevable du tout. Et on misait même plutôt sur la Yougoslavie dans les pronostics sur les clubs qui iraient en Argentine. Eh bien, ce n'était pas le cas du tout. Vous allez voir, nous allons découvrir. Mercredi, le stade de l'Étoile Rouge de Belgrade, c'était la fête nationale en Yougoslavie. Inutile de vous dire que le public était nombreux, le stade était comble. Dès le coup d'envoi, regardez bien, un coup d'épaule sur Juanito et déjà un premier coup franc. Monsieur Burns, l'arbitre britannique, ne réagit pratiquement pas, se promenant entre les joueurs, essayant de voir ce que Juanito a au visage. En réalité, il était victime d'un coup d'épaule très appuyé. C'était la première seconde de jeu. Le prologue nous annonçait déjà la suite du spectacle. Alors Asensi essaie de faire comprendre à M. Burns qu'il n'était peut-être pas assez vigilant, mais l'Anglais ne veut pas se rendre à l'évidence ou n'a pas réalisé tout à fait l'importance de la rencontre. Piri a tiré ce coup franc, capitaine courageux du 11 d'Espagne. Piri à nouveau qui a relancé le jeu. Les Espagnols, vous l'ai-je dit, sont en rouge, les Yougoslaves sont en bleu. Et pour ceux qui avaient le noir et blanc, sachez que les Yougoslaves sont en culotte blanche. On savait qu'il y aurait une tension dans ce match.
Mais de là à ce qui dégénère, avec l'ampleur que cela a pris, jamais. Tentative yougoslave au début, eh bien pas du tout. Les Espagnols, tout à fait décomplexés, avaient pris un peu ce match en main dans les premières minutes. Et il fallait les arrêter quoi qu'il arrive. Ici, un arrêt un peu dur sur Cardenosa, l'ailier gauche espagnol. Piri, encore lui, est monté tirer ce coup franc. Cardenosa peut centrer, balle contrée. Malgré le double réseau défensif installé par les Espagnols, ils avaient la possibilité de temps à autre d'attaquer. Safet Susic avait lancé ici, que je vous signale tout de suite qu'il y a deux Susic. Voici le numéro 8, Sead Susic, et Safet Susic qui est son frère. Il peut y avoir souvent confusion au cours du commentaire. Trifunovic, centre et une tête de Sead Susic qui est passé de peu à côté. Trifunovic, le centre. Sead Susic est l'Espagnol qui en met en corner. Kostinodic, mais la balle n'est pas passée. Piri repartir et regarder. Fauché par Kostinodic. En réalité, Piri sera victime d'une fissure du péroné. Quelques minutes plus tard, il quittera le terrain, remplacé par Olmo. C'était une lourde perte pour les Espagnols qui perdaient un homme d'expérience, ce qui ne fait pas du tout l'affaire de Kubala que vous avez entrevu ici quelques secondes. Kubala, l'entraîneur espagnol. Monsieur Burns, lui, reste toujours de marbre, excusant plutôt le geste auprès des joueurs qui viennent lui démontrer que s'il ne réagit pas, cela peut dégénérer. Voici Monsieur Burns. Et un corner tiré par Trifunovic. Tête Kustodic, renvoyé par Olmo, repris Safet Susic sur le poteau. Une occasion vraiment unique pour les Yougoslaves de rouvrir la marque et de débrider ce match. Encore fallait-il pouvoir la réussir. Ils n'ont pas eu de chance. Il fallait un homme sur la ligne et un tir sur le poteau. Nous revoyons cette action. Le corner de Trifunovic. Kustodic la tête. Olmo repousse. Safet Susic reprend. Le poteau renvoie. Ce sont des occasions que l'on retrouve rarement au cours d'une partie. La mi-temps, 0-0. C'était 45 minutes de gagné pour Kubala que vous avez vu. Il fallait à tout prix cette fois-ci que les Yougoslaves marquent au moins un but. Et là, manifestement, le match commençait à durcir. On n'hésitait plus sur les moyens. Et l'arbitre, comme ici, laissait jouer, ce qui est un comble. Katalinic, qui relance immédiatement. Toute balle était bonne. Goliat, loin devant. Mais où était donc passé le football yougoslave, le football léché, un football étudié? On procédait par longue balle, comme si tout d'un coup on avait adopté le football britannique. Vukotic, qui était rappelé à la place de Sead Susic, un slalom et un tir à côté. Une des belles actions des Yougoslaves par l'intermédiaire de Vukotic. Vous le revoyez, rentrant dans la surface, passant Olmo, et un tir pratiquement sur une glissade qui n'a pas inquiété Miguel Angel. Bien sûr qu'au fil des minutes, la nervosité gagnait les Yougoslaves, eux qui avaient à tout prix 2 buts à marquer, et commençaient à rassurer les Espagnols qui posaient davantage le jeu, eux qui n'avaient pas encaissé de buts, et c'était le plus important.